Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Victoire Live dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons aborder un thème particulier, l'alimentation, notre alimentation. Nous avons reçu notre panéliste Penka qui nous a fait honneur de sa présence aujourd'hui sur ce plateau. Et avec elle, nous allons voir les différentes clés qui vont nous permettre de développer et puis tout simplement d'avoir en nous une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène sanitaire et alimentaire. Et actuellement, avec les circonstances qui se posent à nous, vu la situation actuelle du Covid, on en a besoin. Donc sur ce plateau, nous avons le docteur Michel Penka qui sera là et ça sera dans le volet Social Live. Avant toute chose, Femmes Générationnelles est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous serons sur le volet Social Live parce que nous parlerons de vie courante, de vie quotidienne, parce que la santé fait partie de nous. La santé, c'est quelque chose que nous abordons au quotidien, constamment. Et donc aujourd'hui, Michel nous fait honneur de sa présence. Alors Michel, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui es-tu? Je me permets de te tutoyer. Avec plaisir, Sandrina. Donc tout d'abord, je suis ravie, absolument ravie d'être dans l'émission Une génération 100% féminin. Merci pour cette invitation. Donc, je suis Michel Penka, médecin généraliste à Paris et je me suis spécialisée en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, en micronutrition. Cette spécialité me permet d'aborder la santé des personnes qui viennent me voir dans leur ensemble, d'avoir une approche globale de la santé et essentiellement basée sur l'alimentation qui est un point très fort de notre hygiène de vie. Je me suis spécialisée donc il y a plusieurs années dedans. J'ai fondé Mageia, qui est un programme de santé personnalisé, donc pour permettre à chacun de renouveler en fait sa santé. Et donc je vais partager aujourd'hui mon expertise et apporter les éléments qui permettent de façon simple et rapide, quand on les met en application, d'améliorer déjà des choses dans notre vie pour avoir un impact, des bénéfices aussi bien au niveau cérébral, mental, émotionnel, puisque le stress, la dépression, le burn-out sont de plus en plus fréquents et effectivement favorisés par le contexte actuel, mais aussi apporter des bienfaits au niveau du poids, au niveau de l'immunité. Voilà, donc on va aborder tous ces volets peu à peu. Alors justement, on va commencer peut-être par le poids. Alors, si on comprend bien, dans ta biographie, tu nous as fait comprendre que justement, tu as été victime de surpoids, que tu es passé par là. Donc, aujourd'hui, tu pourrais bien nous en parler. Est-ce que tu pourrais nous parler à nous, femmes, qui justement, dans nos transitions de vie, nous sommes appelées ou nous sommes toujours amenées à pouvoir fluctuer et à faire le yo-yo concernant les différents poids qu'on a, soit liés à la maternité, le stress ou les différentes situations que nous rencontrons. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant le poids de chacune de nous? Le poids, c'est une grande question puisque ça touche malheureusement une grande partie actuellement de la population dans le monde. Le poids amène de l'inflammation dans notre corps. Ça amène bien sûr des douleurs mécaniques, articulaires, mais aussi de l'inflammation. Et l'inflammation, on le sait maintenant, c'est scientifiquement démontré, est le lit et la source de toutes les maladies de civilisation, que ce soit des maladies dégénératives, que ce soit le diabète, que ce soit les maladies cardiovasculaires. Lorsqu'on va parler du poids, on va parler de plusieurs choses. On va parler de notre rapport avec la nourriture. Ça doit être un rapport, empreint de liberté. Alors pourquoi j'emploie ce mot? Parce que on est dans une société où le sucre est extrêmement présent, partout, même là où il n'a que faire, dans des soupes, dans les pizzas. Et le sucre, malheureusement, le sucre raffiné, industriel, rapide, nous met dans une addiction. Ça veut dire que notre cerveau, les cellules de notre cerveau ont absolument besoin de sucre pour travailler, pour fonctionner. Bien sûr, les autres cellules du corps aussi, mais elles vont pouvoir utiliser comme carburant d'autres choses comme les graisses ou les protéines. Le cerveau ne se nourrit uniquement
que de sucre. Et c'est ce qui fait en fait cette appétence, cet attrait. Et c'est ce qui fait que dans notre vie, lorsqu'on va commencer à manger très régulièrement sucré, le cerveau va demander, en fait, au fur et à mesure, sa dose. Si vous voulez prendre du sucre raffiné, c'est comme si ça nous faisait un grand shoot de dopamine. Ça nous fait des gros kiffs comme quelqu'un qui prendrait des drogues dures. Alors que le cerveau n'en a pas forcément besoin, ou est-ce que il faudrait tout simplement une quantité? Le cerveau va avoir besoin de sucre, mais pas de sucre raffiné rapide. Il va avoir besoin du sucre qu'on va trouver naturellement dans l'alimentation. J'entends dans les féculents, dans les légumineuses, voilà, dans les pâtes, il y a du sucre, dans les pommes de terre, il y a du sucre, dans les fruits, il y a du sucre. Mais ce sucre-là, rapide, industriel, raffiné, ultra raffiné... Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de sucre rapide? Oui, les confiseries, le sucre blanc, voilà, en poudre, en morceaux, la confiture qui contient du sucre blanc justement dans sa confection devient un sucre rapide, raffiné, industriel, transformé, les gâteaux, surtout si on les fait encore une fois à base de sucre, les sodas, les jus. Voilà, on parlait toutes les deux, nous tout à l'heure, de jus comme le coca, effectivement. Voilà, toutes ces choses-là, on n'en a pas besoin. Notre corps, notre cerveau n'en a pas besoin. Et c'est un sucre qui n'est pas nutritif. C'est un sucre qui est rapide, qui est assimilé très rapidement, donc qui ne tient pas dans le temps pour nous fournir toute l'énergie, mais en plus qui est dénué des nutriments qu'on va trouver dans les fruits, qu'on va trouver dans la pomme de terre, qu'on va trouver dans les choses naturelles, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, toutes ces choses dont la cellule a besoin aussi pour fonctionner. Alors, il y a une image que j'aime beaucoup employer pour que ce soit plus clair, pour qu'on s'approprie mieux ces différences quand on parle du sucre. Imaginez que vous faites un feu de bois et vous utilisez d'un côté des bûches, voilà, donc vraiment des rondins de bois qu'on est parti découper, et de l'autre côté des feuilles de papier. Et on met la même quantité de chaque côté. Lorsque je vais mettre le feu au niveau du tas de feuilles de papier, ça va flamber tout de suite. On va avoir un feu avec des belles flammes jaunes, mais ça va s'arrêter aussitôt. Ça veut dire mon tas de feuilles de papier va se consumer en un rien de temps. Ça ne va pas donner donc de la chaleur, ça ne va pas me permettre de cuire des choses dessus. Et très rapidement, je vais me retrouver avec un tas de cendres complètement inutile. De l'autre côté, lorsque je mets le feu à mon tas de bûches, de bois, de rondins, je vais avoir du mal. D'ailleurs, on voit dans Koh-Lanta, c'est toute une histoire pour allumer. Voilà, je vais avoir du mal à faire prendre. Mais quand ça va prendre, ça va se consumer extrêmement lentement dans le temps. Ça va chauffer toute la pièce. Je vais pouvoir faire cuire des aliments dessus. Et même quand les bûches vont être brûlées, il va me rester des braises. Ces braises qui continuent d'offrir de la chaleur, qui continuent de me permettre de faire, des marrons ou des pommes de terre en robe des champs. Alors, si on a ces deux images en tête, le tas de feuilles de papier qui flambe très vite et qui apporte pas grand-chose, c'est le sucre raffiné. Le papier est la forme la plus raffinée du bois. C'est la même chose quand on prend du sucre blanc, quand on prend des confiseries. On le mange, on a un petit peu d'énergie tout de suite, paf, ça redescend, on n'a plus rien. On n'a rien pour nourrir nos cellules et donc apporter ce qu'il faut à notre organisme. Il nous reste des déchets qui vont s'accumuler et qui vont perturber notre organisme. En revanche, le tas de bûches de tout à l'heure, qui est le bois brut, non transformé, alors là, oui, ce sont ces aliments qui donnent naturellement de l'énergie, donc les fruits, les pommes de terre, bon, bien sûr les légumes, là on était sur le sucre, donc je ne cite pas les légumes, mais tous les aliments qu'on trouve naturellement dans la nature et qui vont se consumer lentement dans notre corps, c'est-à-dire que nos cellules vont petit à petit sortir l'énergie, utiliser cette énergie, ça nous tient dans le temps pour faire ce qu'on a à faire et en plus, on bénéficie de tous les nutriments pour avoir des cellules en forme, des cellules avec des antioxydants, avec des vitamines, avec des minéraux pour vieillir le moins mal possible, le moins vite possible, etc., etc. Alors moi j'ai une question concernant les antioxydants. Voilà, justement. Alors est-ce que tu pourrais nous en parler aussi, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, on en parle et que le corps en a vraiment besoin. Avec grand plaisir. Voilà, et on aimerait bien juste
découvrir cet univers-là afin de nous permettre à nous de pouvoir mieux nous approprier cette hygiène de vie? Absolument. Alors, merci Sandrina pour cette question. Les antioxydants, c'est vraiment au centre de notre santé et de la protection de nos cellules. Un antioxydant, c'est quoi? Lorsque l'on vit, qu'on soit un être vivant, voilà, comme nous, qu'on soit un animal, qu'on soit un végétal, tout être vivant est soumis à l'oxygène et donc à l'attaque de l'oxygène. Bien sûr, on a besoin de l'oxygène pour vivre, mais en même temps, l'oxygène a une action sur nos cellules qui les fait vieillir un petit peu. On va dire c'est la rouille. C'est comme si on rouillait. Et donc, notre vieillissement dans le temps, sur 80, 100, 120 années, c'est cette attaque de l'oxygène sur nos cellules. Pour lutter contre cette attaque qu'on appelle l'oxydation, voilà, on est oxydé par l'oxygène. À peu près comme quand on voit par exemple un fer qui va rouiller. Exactement. C'est le fer qui rouille. Et pour prendre quelque chose de vivant, c'est lorsqu'on épluche une pomme. On a tous vu ça. On épluche une pomme, on la laisse sur la table parce qu'on l'a pas fini et on revient, ça a jauni. Ou un avocat. Exactement. Et puis on n'a pas été assez rapide pour préparer le repas et on vient, ça a noirci un petit peu. Ou le beurre qui devient rance. Voilà, le dessus qui. Ça, c'est l'oxydation. Cette rouille, c'est l'oxydation. Et nous, on oublie qu'on est soumis à cette oxydation. Ça ne se voit pas rapidement sur notre peau. Si oui, ça se voit en termes de dizaines d'années. Mais à l'intérieur, nos cellules vivent ça. Le moyen de lutter contre l'oxydation, c'est d'avoir les antioxydants. Et ces antioxydants, certains, nous les fabriquons naturellement, donc on les a à l'intérieur de notre organisme, et d'autres, parce que ce ne serait pas suffisant, on va les chercher chez qui? Chez les fruits et les légumes, qui sont des végétaux qui naturellement sont riches en antioxydants pour lutter contre l'attaque de l'oxygène, des rayonnements du soleil, etc. Voilà pourquoi il est extrêmement important de maintenir cet apport en mangeant des fruits, des légumes, encore des légumes qui nous apportent ces antioxydants, qui viennent compléter notre base pour protéger nos cellules. C'est ce qui va faire une différence et ce qui va faire qu'un jour, on va nous dire quand on a 80 ans, vous en faites 60, au lieu de nous dire quand on a 60 ans, vous en faites 80. Est-ce qu'il y a des légumes où il y a beaucoup plus d'oxydants que d'autres? Oui, les légumes les plus riches en antioxydants, on va avoir toute la famille des choux. Alors pour ceux qui n'aiment pas les choux, cherchez bien. C'est obligé, vous allez trouver dans toute cette famille un chou qui vous convient au goût ou au moins une façon de le préparer qui vous convient au goût. Mais vraiment, chou-fleur, chou frisé, chou vert, brocoli, chou rouge, toutes ces familles-là, chou rave, sont extrêmement riches en antioxydants. C'est un exemple. D'accord. Alors tout à l'heure, on parlait du sucre et on sait aussi que dans certains aliments, tels que le maïs. On nous dit que le maïs, généralement, quand on fait, soi-disant, des régimes, on aime bien faire des salades avec du maïs. Mais apparemment, le maïs contient aussi du sucre. Alors, ce sucre-là, est-ce que c'est un sucre qui sera lent ou ça sera un sucre qui sera rapide? Ou est-ce qu'il faudrait le prendre avec, un certain équilibre dans la manière dont nous préparons nos aliments? C'est vraiment une superbe question. J'aime bien partir du principe qu'on n'a pas d'aliments interdits. Déjà, les interdits, spontanément, on a tous une propension, l'être humain, à vouloir défier les interdits. Donc, j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'aliments interdits, qu'il n'y a qu'un équilibre à trouver et que si on donne les bons aliments, ceux qui sont nutritifs, ceux qui nous rendent forts, dans notre santé, dans notre immunité, dans le soutien de notre cerveau, on aura la place pour avoir des aliments qui sont plus des aliments plaisir, qui nous donnent de temps en temps ces petits kiffs, voilà, ces petits shoots de dopamine dont on a parlé, qui nous donnent du bien-être, qui sont importants pour développer aussi le goût, la gourmandise. La gourmandise n'est pas qu'un vilain défaut, c'est important même dans la gestion de notre faim, de notre alimentation, parce que quelqu'un qui n'aime pas manger, je suis désolée, ça pousse tout autant de problèmes. Quelqu'un qui n'aime pas manger, il va sauter des repas, il va pas avoir tendance à aller chercher l'équilibre parce que ça l'intéresse pas, il prendra un truc en vitesse. Donc le goût, voilà, avoir le sens du goût, la gourmandise, c'est bien aussi. Alors pour en revenir sur le maïs, quand même, on peut pas le ranger dans la classe de la confiture ou du sucre blanc. Pour autant, lorsqu'on a des aliments qui vont être
plutôt sucré, on va manger avec des légumes, beaucoup de légumes. Pourquoi ? Parce que les légumes étant riches en fibres, cela va diminuer l'assimilation du sucre. Et donc, vous vous rappelez, ça va nous ramener vers consumer lentement pour faire de l'énergie plus longtemps dans le temps par rapport à ce qui se consumait vite, qui ne nous donne pas d'énergie, qui nous laisse sur notre faim et qui nous fait en plus un pic d'hypoglycémie derrière. Donc lorsqu'on a des aliments, on va parler d'index glycémique, avec des index glycémiques un peu plus élevés, un peu plus rapides, eh ben on va les associer avec des légumes. Et par exemple, c'est un conseil, une recommandation qui est extrêmement importante pour les patients diabétiques. Voilà, ils savent très bien, hein, les diététiciens, les nutritionnistes insistent sur le fait qu'ils doivent toujours avoir une ration de légumes dans l'assiette pour ralentir l'assimilation du sucre et donc ne pas entraîner le pancréas à larguer toute l'insuline ou diminuer la quantité quand malheureusement ils sont avec les injections d'insuline. On a une meilleure régulation pour l'organisme. Alors j'ai une question pour justement aujourd'hui on est en train de parler de l'alimentation, de la santé et généralement on a souvent tendance à voir qu'il y a des personnes qui sont très végétariens, c'est ça, des personnes qui ne mangent que des légumes et qui ne mangent pas de viande. Alors est-ce que ces personnes-là, dans cette hygiène alimentaire, dans cette hygiène de vie, dans cette usure qui est la vieillesse, est-ce que ces personnes qui sont dans cette catégorie-là ne rencontrent pas des carences ? Absolument, elles rencontrent des carences et en fait c'est presque une question piège parce que dans notre société, au point où elle est arrivée, on a une remise en question chez beaucoup de personnes de notre consommation et notre façon de manger. Donc ça devient presque un geste, politique, d'engagement par rapport à la société, de choisir de ne pas manger de viande. Voilà pourquoi je dis que c'est presque une question piège. En matière de santé, je considère que nous sommes omnivores. On a le bagage génétique, on a le bagage mécanique, on a tout ce qu'il faut pour être omnivore et manger de tout. D'un point de vue maintenant biologique, scientifique, effectivement, les personnes qui font le choix, peu importe la raison, par goût ou par engagement éthique, philosophique, qui font la démarche de ne plus manger de viande, oui, on est amené à avoir des carences. J'en ai que très peu, peut-être deux à ma connaissance, pour lesquels je dois reconnaître qu'il y a zéro carence, qui sont en pleine forme, qu'ils préparent des marathons même, enfin qu'ils ont une vie complètement florissante et très équilibrée. Mais lorsqu'on va creuser, l'une de ces deux personnes se complémente beaucoup. Elle fait énormément attention à apporter dans son alimentation avec des compléments le plus naturel possible tout ce qu'il faut. Et l'autre me dit qu'il ne se complémente pas. Je considère qu'il a vraiment une très bonne base génétique et surtout un excellent métabolisme qui lui permet d'optimiser tout ce qu'il mange. Voilà, pour garder cet équilibre. Sinon, pour tous les autres, je dois dire qu'il y a des carences. Et Michel, quel est le conseil que tu pourrais donner à une personne qui consomme beaucoup plus de viande ? À une personne qui consomme du poisson. Parce que généralement, on entend souvent que le poisson, c'est très bon pour la santé, pour avoir une très bonne vie, pour avoir une bonne hygiène de vie. Il serait mieux de consommer beaucoup plus de poisson. Et limite, on entend souvent que ça serait bien de pouvoir éradiquer justement de la viande rouge. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça ? Est-ce qu'il y aurait une préférence, une dominance dans l'apport à manger du poisson? Est-ce qu'il y a une prédominance ? Je vais faire ma réponse de Normande. Ni oui, ni non. Je suis à moitié normande. Donc, voilà. Si on reste dans l'équilibre, si on continue d'aller chercher l'équilibre, on aura la clé. L'équilibre, ça veut dire que si on aime manger de la viande, si on est une femme et qu'on a besoin de fer, parce qu'on perd, voilà, les femmes jusqu'à un certain âge, nous perdons tous les mois régulièrement du fer. Alors, on va manger de la viande et de la viande rouge pour avoir le fer, mais on va dire 2 fois par semaine, par exemple. 2, et quand je dis 2 fois, c'est même plutôt 2 repas. C'est pas 2 fois midi et soir. 2 repas par semaine régulièrement vont permettre d'avoir des apports en fer, qui est un fer extrêmement bien assimilé. Il se trouve, celui de la viande rouge. Maintenant, pour celles qui ne sont pas amatrices de steak, de choses comme ça, on peut enlever ce mythe de la tête. Il n'y a pas du tout besoin que la viande soit saignante
pour que le fer soit bien assimilé. Il n'y en a pas besoin. Quand la viande est saignante, ce qu'on voit qui est rouge, c'est pas le fer, c'est la myoglobine. Donc, on peut, selon son goût, choisir de faire des boulettes, par exemple, bien cuites, bien grillées. Le fer va quand même être bien assimilé. La viande rouge, ça va être essentiellement pour ça. Bien sûr, c'est une source de protéines, mais surtout de fer, en fait. Et le fer est très important pour soutenir nos systèmes antioxydants. Vous voyez, tout est lié dans l'organisme, tout a un sens. C'est extrêmement important pour l'immunité. On ne peut pas avoir une bonne immunité si on manque de fer. Maintenant, trop de viande, si on en mange régulièrement, plus de, alors je sais pas, 300, 400, 500 grammes par semaine, c'est déjà trop pour certaines personnes, on va faire du déchet, on va faire des toxines. Voilà, il faut pas oublier que cette viande, elle est comme nous, elle se nourrit et elle fait des toxines. Et donc, si c'est pas en plus une viande de qualité, en la mangeant, on ingurgite toutes ces toxines qui vont aller surcharger encore notre système hépatique, donc le foie, etc. À ce sujet, j'en profite pour donner une astuce, puisqu'on parle de la viande et ensuite je vais passer sur le poisson. Prenez au maximum des viandes naturelles, des viandes bio ou en tous les cas élevées le plus naturellement possible. Et si ça n'est pas le cas, bien sûr, on ne mange pas le gras, on ne mange pas la peau, on ne mange pas les abats. Pourquoi ? Parce que ce sont toutes les choses graisseuses de l'animal. Et j'ai dit tout à l'heure que l'animal, comme nous, il a des toxines qui viennent de son métabolisme. 90% des toxines sont graisseuses. Donc ça veut dire qu'elles vont se loger où ? Dans le gras. Donc lorsqu'on va manger le gras, la peau, les abats, on mange quelque chose qui est surchargé là où se sont logées toutes les toxines et les perturbateurs endocriniens de l'animal. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, pour en revenir sur le poisson. Pourquoi je redis encore cette histoire d'équilibre ? Le poisson est excellent pour la santé. Il est une source d'excellents acides gras et en particulier, on a un appel, et en particulier d'acides gras oméga 3. C'est fondamental pour notre santé, c'est fondamental pour le soutien des cellules, c'est fondamental pour l'activité du cerveau, pour notre système immunitaire, pour la qualité de la peau, et j'en passe. Pour autant, actuellement, on le sait très bien, toutes les émissions, les études scientifiques en parlent, et les poissons sont pollués, extrêmement pollués. Donc quelqu'un qui adore le poisson, je peux malheureusement pas lui dire mangez-en matin, midi et soir tous les jours, parce que on sait qu'il va se surcharger en toxiques, notamment en métaux lourds, qui vont impacter de façon négative sur sa santé. Donc là, encore une fois, on va être dans le juste milieu. On recommande souvent du poisson 2 fois par semaine, par exemple, d'aller sur des poissons gras, comme ça on attire, on favorise directement l'apport en acides gras oméga 3 et de privilégier plutôt les petits poissons. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la fin de la chaîne. Alors que le gros poisson, il a les toxiques qu'il a ingurgités de la mer, mais il a les toxiques de tous les poissons qu'il a mangés, qui ont mangé les poissons, etc. Donc on va privilégier quoi ? Les anchois, les harengs, les maquereaux, les sardines, tous ces petits poissons gras qui sont très riches et très bons pour la santé. Alors aujourd'hui sur ce plateau, donc on reçoit le docteur Penka qui nous donne plusieurs astuces et qui nous parle de l'alimentation, qui nous parle de l'hygiène de vie, qui nous parle de cette hygiène que nous devons tous avoir au quotidien, Michel. Absolument. Alors, est-ce que c'est quelque chose de difficile aujourd'hui dans ton cabinet, lorsque tu reçois des patients et qui viennent te voir, te consulter parce qu'ils ont des problèmes de fatigue, par exemple, liés peut-être au stress? On en parlait un peu tout à l'heure, lié peut-être à une mauvaise alimentation sans qu'on puisse se rendre compte, parce que là, avec beaucoup de précision, on voit bien que il y a quand même pas mal de choses qu'il faut revoir, même dans l'achat de nos aliments, tels que le poisson. Donc, c'est pas que c'est mauvais, mais de l'équilibre, mais surtout de savoir la provenance de chaque aliment que nous consommons, d'où provient ces différents poissons. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire davantage concernant ta spécialisation, puisque tu es experte dans le domaine? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ce qui est difficile, en effet, c'est quand on ne sait pas.
quand on est perdu. Alors moi, je l'ai été. Les professionnels de santé, on est des mamans, des papas, des gens comme tout le monde, comme les autres. Je l'ai été perdue. Je ne savais plus comment manger. Je me nourrissais de façon décousue en plus parce que je sortais d'années d'internat. Quand j'ai remplacé, je travaillais énormément. J'avais des gardes. Donc, comme beaucoup de personnes, j'étais soumise à un emploi du temps que je subissais. Et donc, ma nourriture, mon alimentation, je la subissais. J'étais pas du tout proactive dedans. Et donc, j'ai eu des soucis de poids, de surpoids, et j'ai fait le yo-yo. J'ai fait des régimes, j'ai fait le yo-yo. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que j'ai une maîtrise des choses. Et une maîtrise des choses, ça va passer par une maîtrise de comment ça marche mon corps, comment ça marche mes cellules. Et au fait, c'est quoi mes goûts? Qu'est-ce que je vais trouver qui à la fois fait du bien à mes cellules et qui est dans mes goûts et qui est pratique dans mon mode de vie? Parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas cuisiner des heures par jour. Et du reste, je ne peux toujours pas actuellement. Et quand j'ai commencé à être dans cette démarche, donc à être active, à aller chercher, à essayer, là, il s'est passé des choses et c'est ce qui m'a amené à ma spécialité. Et les personnes que je reçois en consultation, je leur permets, je les guide pour qu'ils s'approprient leur fonctionnement à eux, avec leur goût, qui ne sont pas les goûts du voisin ou de la voisine, avec leur mode de vie, qui n'est pas celui du voisin ou de la voisine, de façon à ce qu'après, ils soient autonomes. Et donc, ça passe, je trouve, par cuisiner, par exemple. Cuisiner, pour moi, est fondamental. Et ça ne veut pas dire passer des heures au fourneau si on n'a pas envie ou si on n'a pas le temps. Ça veut dire que c'est déjà un pas pour s'approprier l'alimentation. Comme tu as dit, pour aller choisir, savoir choisir. Voilà, du poisson, oui, mais peut-être que 2-3 fois par semaine. Peut-être plutôt du petit poisson. La viande rouge, bon, j'aime pas le steak, eh ben, je peux faire un peu des boulettes. J'adore le maïs, eh ben, je vais me faire des plats équilibrés où j'ai du maïs et puis à côté, j'apporte beaucoup d'autres fibres. Et puis ce jour-là, au repas du soir, je fais peut-être plus léger ou quoi. Voilà, avoir une notion, une vision globale de à quoi ça sert au fait de manger, comment ça marche l'alimentation, mais après surtout de pouvoir se l'approprier à soi. Et donc surtout, je leur dis, donc voilà, la difficulté, c'est d'accepter qu'on va devenir acteur, qu'on va pas juste rester là et faire les courses machinalement, mais qu'on va avoir une réflexion, qu'on va avoir une gestion de sa santé et de son alimentation. Et la gestion, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Depuis tout petit, il faudra que tu gères tes sous quand tu seras grand. Il faudra gérer ta carrière. Puis après, faut gérer les enfants, faut gérer la vie de couple. Mais on a ce mot à toutes les sauces. Alors, on arrive ou on n'arrive pas, mais on sait qu'il faut gérer. Personne ne nous dit jamais qu'il faut une gestion de la santé, qu'il faut prendre un peu de temps pour ça, se poser. C'est fondamental. S'il n'y a pas ça, on court après, on est toujours en retard et on subit notre santé, on subit notre alimentation. Une fois que la personne a accepté que, OK, ça va être un positionnement différent, une façon de faire différente, mais pas forcément qui prend plus de temps, alors c'est d'aller pas à pas. C'est vraiment d'aller pas à pas parce que si on veut tout changer du jour au lendemain, ça marche pas. Là, c'est trop dur pour le coup. Donc, c'est voir, OK, il y a quelque chose peut-être dans ma vie de tous les jours qui est très impactant pour ma santé et que je peux déjà modifier simplement. On commence par ça. Et pas à pas, ça se fait naturellement. Et on a une grande chance, c'est que notre corps se régénère à chaque instant, à chaque seconde. À chaque seconde, nos cellules se régénèrent. On a des cellules qui meurent et qui sont remplacées par des nouvelles cellules. Et donc, toutes les modifications que l'on apporte dans notre vie de tous les jours, donc y compris sur l'alimentation, nous amènent à avoir jour après jour un organisme qui est différent déjà, qui a un goût un peu différent, qui recherche des choses différentes. Et après, c'est fluide. Vraiment, après, c'est fluide. Il y a des choses, on ne va même plus les acheter et les manger. On n'a plus besoin, on n'a plus envie. Et on trouve des goûts fantastiques dans des choses saines. Ce que les patients me décrivent, j'adore quand j'entends ça, ils me disent, mais docteur, alors ça, vraiment, j'en mange plus du tout. J'en ai plus besoin. Alors, je ne sais pas si c'était quelqu'un accro à l'éclair au chocolat ou au biscuit, et qui me dit, mais par contre, qu'est-ce que j'adore telle chose, et alors les légumes, et alors j'ai découvert ça. Et le corps demande, le corps sait ce qui est bon pour lui. Pour autant qu'on enlève, en fait, tout ce qui parasite et qu'on lui a donné dont il n'a pas besoin. Une fois qu'on a décidé
qu'on devient acteur, c'est simple. Donc en fait, ça devient toute une éducation. C'est ça. Une éducation permanente. C'est ça. Quotidienne, qu'on doit avoir pour soi-même, Oui. pour sa famille, pour les gens qui nous entourent. Et ça nous permet de pouvoir vieillir en bonne santé, c'est ça? En bonne santé. Et comme on est dans une émission... La vieillesse, on peut pas l'éviter. On peut pas l'éviter, mais on peut vieillir bien, on peut vieillir jeune. On peut vieillir en forme. Moi, j'aime bien parler de jouvence, parce que l'anti-âge ou l'anti-vieillissement, c'est comme si c'était mal de vieillir, mais alors que c'est une chance. Moi, je préfère me dire que je vais aller dans la vie jusqu'à 100 ans, que ma vie s'arrête à 50 ans. Donc, vieillir est une chance, c'est précieux. Mais par contre, on peut faire de la jouvence. Ça veut dire on peut garder une qualité de nos tissus, de notre corps, de notre cerveau, et donc une qualité de notre vie, et on peut kiffer jusqu'à la fin. Vraiment, on peut. Et je voulais juste dire, comme on est dans cette formidable émission de femmes, parce que tu parlais d'éducation, cette éducation, quand on se l'approprie, nous les femmes, on a une transmission. On a une transmission à la maison, on a une transmission pour nos proches. Si on a des enfants, ça paraît naturel, mais même sans enfants, on a une transmission après pour les parents, quand on est amené sur une autre partie de la vie à les entourer, à nous en occuper. Donc c'est primordial. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aujourd'hui on a bien compris qu'il fallait qu'on soit dans cette éducation, dans cette gestion alimentaire en fonction des différents produits et d'être dans la variation des différents produits que nous consommons donc au quotidien. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme, à nous femmes, parce que pas que une, mais nous, qui a déjà emmagasiné un stock de graisse et qui aujourd'hui aimerait tout simplement que ce stock puisse partir. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que soit on va passer par des régimes, on va faire du yo-yo, ou tout de suite on va chercher la solution de facilité, on va aller faire de la chirurgie. Je ne dis pas que la chirurgie est mauvaise, après, c'est en fonction de tout un chacun, c'est au cas par cas, mais on va toujours d'abord sur ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on peut déjà faire avant de partir dans les extrêmes. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Si moi je viens te voir aujourd'hui et je te dis je suis en surpoids, j'ai des kilos à perdre au niveau de ma culotte de cheval, au niveau de mon ventre. En tout cas, j'en ai sur mon organisme et je n'y arrive pas depuis belle lurette. Le premier mot, la première clé que je vais citer, c'est la faim. Je vais dire à toute femme, homme aussi, je vais dire à toute femme, réconciliez-vous avec la faim. Et en tout cas, si vous n'êtes pas fâché avec, reconnectez-vous avec la faim. C'est être à l'écoute. Donc déjà, la première chose, j'ai pas faim, je ne mange pas. C'est l'heure du repas, et alors? J'ai pas faim, je ne mange pas. Pourquoi? Parce que la faim, c'est simplement un signal de mon corps, qui est extrêmement bien programmé. On l'a dit, nos corps sont des merveilles, vraiment. C'est un signal de mon corps qui me dit « Eh oh !» Tout le repas précédent, ça y est, je l'ai métabolisé. Là, j'ai besoin de carburant, j'ai besoin de ramener. Donc, si je n'ai pas un message de faim, c'est qu'il n'a pas besoin. Et ça veut dire que si je mange à ce moment-là, je suis en train déjà de faire du stock. Donc, la première chose, je vais dire, reconnectez-vous avec la faim. Peut-être que les quantités, elles sont plus importantes que ce qu'il faudrait. Peut-être qu'il y a trop de repas ou de collations grignotage, etc., etc. Quand on se reconnecte avec la faim, très vite, on reconnecte avec la satiété. Ça va avec. C'est-à-dire qu'avant, si je prends mon exemple, j'étais à table, je finis mon plat. J'ai été bien élevée en plus, donc le plat, on le finit, on ne le laisse pas vide. Alors qu'il peut arriver que pendant le repas, le plat, je n'ai plus faim. Si je continue de manger, qu'est-ce que je fais? Mais je stocke. Au lieu d'écouter le signal de mon corps qui me dit « là, j'ai tout ce qu'il faut », parce que le cerveau passe au crible pendant qu'on mange. Donc, il fait le crible. « Ok, là, j'ai les stocks de fer, là, j'ai les stocks de vitamine B12, là, j'ai le stock de magnésium, etc. » Et c'est en fonction de ça qu'on a le message « ça y est, plus faim ». Si, quand mon cerveau envoie ce message « plus faim, je continue de manger », je ne respecte pas. Donc oui, je suis en train de faire du stock. Ça va être la première clé. Il y en a d'autres. C'est pas évident de pouvoir. Mais c'est pas évident, Michel, parce que justement, quand on, même moi, quand on mange, c'est-à-dire prendre conscience que là,
on n'a plus faim parce qu'on peut aller au restaurant, à la maison, on a préparé un très bon plat, on est en train de manger, il y a le plaisir et on se rend pas compte et on se resserre. Mais parfois, à des moments, on a l'impression que quand on se resserre, qu'on a encore faim. Et il faut réussir à se dire stop. Parce que c'est un stop, ou de se dire que là, on n'a plus faim. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça que j'ai dit que c'était simple. J'ai pas dit que c'était facile. Ce qui est simple, parfois, n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'un accompagnement, ça peut être bien. Parce que du coup, on est soutenu, on a des pistes, on a des astuces. Moi, j'emploie beaucoup des exercices. J'aime bien passer par des exercices parce que un exercice, c'est ludique. Et ça permet aux patients de se réapproprier des choses au niveau de son corps, au niveau de la faim, au niveau de son assiette, sans être dans la contrainte, sans être en train de se dire « je dois pas faire ça, je dois faire attention à ». Pendant qu'on fait un exercice sur le goût, je fais beaucoup des exercices sur le goût, des dégustations, des choses comme ça, il se passe des choses. Et ces déclics-là, puisque quand on fait un exercice, on est curieux, on est en train de se dire « alors vas-y, ah, puis je remplis ma fiche, ah qu'est-ce qui s'est passé, ah oui, il y a eu ci, il y a eu ça ». Et là, les choses qui se passent, elles apportent les déclics. Et donc, un déclic, c'est quoi? C'est qu'on s'est approprié. C'est qu'après, dans les repas suivants, tout d'un coup, la personne se dit « Ah ben au fait, je crois que là, j'ai plus faim. » Parce qu'il y a eu des déclics. Pas parce qu'elle est repartie avec une ordonnance « Attention, surveillez, voilà, et arrêtez de manger. » Non, non. C'est un travail, en fait. Sandrina, on parle beaucoup de pleine conscience ces derniers temps. On est toujours dans ces choses-là. C'est une façon de se réapproprier les choses pleinement. Quand je suis à table, déjà, je vais être concentrée sur ce que je mange. Parce que si je fais mes mails en même temps, le cerveau, il est capable. Mais en vrai, le cerveau ne peut faire un focus que sur une action. Donc si je suis concentrée sur mes mails, je ne suis pas concentrée sur ce que je mange. Et un exemple tout simple, je vais manger mon assiette jusqu'à la fin, alors que peut-être sans les mails, cette même assiette, à la moitié, j'aurais dit « mais non, là vraiment, je me suis trop servie, j'ai plus faim ». Là, ça ne paraît pas évident sur l'exemple que j'ai choisi, parce qu'on est gourmandes toutes les deux, donc quand on est gourmand, on sait qu'on peut finir une assiette. Je vais donner un autre exemple. Lorsqu'on est au cinéma et qu'on prend un énorme pot de popcorn, mais les grands, hein, ceux qu'il y a aux États-Unis, on le finit. Il n'y a pas de souci, pendant 1h30, en plus on a des petits coups de stress selon le film, etc., des suspens, on le finit. Je t'assure, si on donne à la même personne ce grand paquet XXXXL de popcorn assise juste là, sans rien faire, elle ne peut pas le finir. Tout simplement, au bout d'un moment, elle va en avoir assez. Mécaniquement, elle peut, mais spontanément, à un moment, elle va dire « mais là j'en ai assez, ça ne me dit plus rien. » Ou peut-être je vais manger autre chose, mais... Donc, c'est une hygiène de vie, c'est un comportement. Et cet ensemble de comportements, et surtout nous respecter, faire attention, être à l'écoute, vraiment ça marche. C'est pas compliqué, c'est simple. La difficulté, c'est voilà, d'avoir le bon accompagnement et de décider et de faire. Mais une fois qu'on a commencé, vraiment, c'est simple et ça se fait. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire quand on a mangé à 20h, on a eu notre repas, et qu'à un certain moment, vers 21h, 22h, on a un creux. Le creux. Le creux de... Le creux de 22h. De 22h. La première chose, est-ce que c'est vraiment un creux? Ça veut dire, est-ce qu'on a vraiment encore faim? Parce qu'on n'a pas assez mangé, parce que pendant 2 heures après le repas, on était en train de faire des travaux, déménager, courir partout avec les enfants et qu'on a vraiment encore faim? Est-ce que c'est une envie de manger? Parce qu'on a des envies de manger qui sont vraiment liées aux émotions, à l'ennui, à l'habitude. Parce que si j'ai pris l'habitude... Il faut réussir à mettre des mots à tout ça. Oui. Donc en fait, il y a des moments où c'est vraiment pas la faim, mais c'est simplement qu'on veut satisfaire une envie, un besoin, une routine. Parfois, c'est vraiment du comportement. Voilà, je prends mon exemple, j'ai un comportement routinier avec les boissons chaudes. Ah, pour moi, la boisson chaude, c'est un rituel. J'ai besoin, à certains moments, parfois, pas forcément tous les jours, mais il y a des moments où j'ai besoin de me poser, d'avoir mon thé ou mon infusion. Ça m'apaise, ça me fait une bulle, ou ça me fait du bien. Alors, je ne suis pas obligée à chaque fois d'associer une religieuse au chocolat, par exemple. Avant, par contre, c'est ce que je faisais tout le temps.
Là, on peut apprendre autrement. On peut choisir une boisson chaude que l'on va déguster. Ça veut dire qu'il y a vraiment un goût qui nous satisfait et on va déjà être dans la dégustation avec ça sans avoir besoin de choses sucrées. Ou alors, on peut associer des choses gourmandes à manger qui vont pas être le paquet de biscuits ou la religieuse au chocolat. C'est vraiment un apprentissage et c'est du comportement. Parfois, on a envie de manger et c'est de la soif. Alors ça aussi, c'est une vraie question. Parfois, on se dit « Ah, j'ai faim ». En fait, on est en train de confondre les signaux. Le corps a soif. Parce qu'à l'heure actuelle aussi, beaucoup de personnes ne boivent pas assez, ne s'hydratent pas assez. Quand on dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est pas un chiffre qui est tombé comme ça des nues, c'est simplement que chaque jour, notre organisme rejette à peu près 3,5 litres d'eau qui vont partir dans voilà ce qu'on rend à la nature quand on est au petit coin, qui vont partir dans la sueur, qui vont partir dans la respiration aussi, quand on respire, et on le voit quand on fait de la buée. Donc voilà, on a de l'eau qui sort. Donc on se vide de toute cette eau. Or, notre alimentation est source d'eau aussi. Nous, on est fait de 70% d'eau. Le poisson qu'on mange aussi. Donc quand je mange 200 grammes de poisson, en fait, 70% de ce poisson m'apporte de l'eau et de l'hydratation. Donc, notre nourriture nous apporte de l'eau. Mais elle ne nous apporte pas ces 3 litres et demi. Voilà pourquoi, une fois qu'on a mangé les repas de la journée, on a vu qu'en moyenne, il reste à peu près 1,5 litre. Et ce 1,5 litre, là, on va le chercher dans l'eau. Et donc, parfois, je suis assise tranquillement, je me dis, j'ai faim. En fait, ce n'est pas de la faim. Si je bois un grand verre d'eau, ça va passer. Ça peut vraiment être différentes choses. Et donc, c'est un travail de se réapproprier tout ça pour retrouver la liberté, justement. Pas être aliéné, pas subir notre alimentation, mais retrouver cette liberté et cette légèreté par rapport à l'alimentation. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on perd sur la durée au fur et à mesure qu'on grandit, ou ce sont des choses qui sont innées, en fait, depuis qu'on est enfant, ou c'est parce que au fur et à mesure qu'on a grandi, selon les régimes alimentaires qui sont liés à l'école, au travail, parfois à les barquettes qu'il y a autour de nous, quoi en dire? C'est inné. C'est inné, c'est-à-dire que notre corps est une machine, un organisme fantastique, complexe, subtil, mais fantastique. Il sait faire plein de choses. Et en fait, il sait faire tout ça. Mais c'est génial, mais parce que nous sommes programmés. Notre ADN, nous sommes programmés pour savoir faire tout ça. Toutes nos cellules. Un appel présidentiel. Et donc, nous savons naturellement faire tout ça. En revanche, notre mode de vie, oui, peut venir soit renforcer tout cela, soit au contraire pervertir en fait ça, parasiter ça. Notamment, on parlait du sucre. Pourquoi c'est une question si importante? Parce que le sucre pervertit le goût. Parce que le sucre, quand il nous rend addicts, il y a des messages, comment dire, où on se dit « j'ai faim », mais ce n'est pas la faim, c'est la recherche du sucre. C'est la recherche de la dose, comme quelqu'un qui va chercher sa dose de cam. Le cerveau a besoin de son shoot de dopamine. Donc ça vient nous parasiter. Une fois qu'on a renettoyé toutes ces choses qui ont pu venir par notre mode de vie, on revient sur ce qui est inné, ce qui est ancré dans nos cellules, et on n'a plus à réfléchir. Mais on a parlé du sucre, mais on n'a pas parlé du salé. Parce qu'il y a des personnes où tant ça sera le sucre, mais il y a certaines personnes, ça sera le contraire, ça sera le salé. Donc dans le salé aussi, il faut un équilibre, où c'est le même fonctionnement qu'on peut retrouver sur une personne qui consomme beaucoup de sucre. Je ne dirais pas qu'on a la même addiction chimique entre le sucre et le sel. Parce que le sucre, on a vraiment vu, c'est vraiment des shoots de dopamine. On appelle ça aussi, nous, en science, le circuit de la récompense. Ça veut dire, ça nous met dans un tel état de kiff et de bien-être, c'est comme une récompense. Et on va chercher notre récompense à chaque fois. Il n'y a quand même pas ça avec le sel. Et ce rapport avec le sucre est lié à la base au fait que le cerveau
Le sucre, c'est son carburant. Donc c'est pour ça qu'il dévie facilement et qu'après, il devient accro facilement au sucre rapide. Donc il n'y a pas le même rapport avec le sel. Mais pour autant, le sel, effectivement, peut pervertir le goût. Si je me mets à manger salé, très salé, régulièrement, eh ben, au bout d'un moment, un repas moins salé me paraît fade. Mon goût a été modifié. On sait que le goût évolue. Mon goût a été modifié. Or, trop de sel tue le sel. C'est comme tout. Trop de sel, ça va favoriser les maladies cardiovasculaires, ça va favoriser l'hypertension, notamment, avec toutes les complications liées à l'hypertension artérielle. Donc, trop de sel, attention, il ne faut pas. Mais pour autant, on peut aimer, et c'est plutôt bon signe, c'est plutôt bien, on peut aimer des repas relevés, des repas épicés, des repas aromatisés, des repas qui ont du goût. On va alors utiliser les épices. Et c'est là que ça me permet de boucler avec ce qu'on a dit au début sur le goût, l'importance d'aimer manger, l'importance d'être gourmet. C'est que ces mêmes aromates et ces mêmes épices sont extrêmement riches en antioxydants, dont on a parlé, extrêmement riche dans des nutriments qui nourrissent notre microbiote, qui est un formidable partenaire santé, extrêmement riche dans beaucoup de choses qui soutiennent notre immunité. Donc au contraire, aimer donner du goût, ça nous amène à aimer les épices, aimer les aromates, les utiliser, et donc on fait du bien au palais et puis on fait du bien à la santé. Alors, est-ce que tu peux nous parler du microbiote ? Absolument. J'adore le microbiote. C'est vraiment ma spécialisation, mon focus. Le microbiote, qu'est-ce que c'est ? C'est rien moins que les 2 kilos de bactéries que nous avons dans nos intestins. Ces 2 kilos de bactéries font de nous un organisme qui est humain grâce à nos milliards de cellules et extra-humain parce qu'il y a beaucoup plus d'organismes bactériens que notre nombre de cellules. Ils sont en majorité. C'est dingue. Moi, ça me passionne, ça me fascine. C'est quoi le rôle de ce microbiote ? Pourquoi il est là ? Eh bien, il est là parce qu'on ne pourrait pas vivre sans lui. Il est là parce que notre vie est faite pour être en symbiose avec ces micro-organismes qui nous aident à digérer notre alimentation, qui nous aident parce que c'est eux qui entraînent, un peu comme un chef d'élite, je ne sais pas, qui entraînent nos bataillons de cellules immunitaires. S'il n'y a pas de microbiote, il manque ces chefs qui vont aller, garder garder alerte, garder en forme, garder opérationnel toutes nos cellules immunitaires. Le microbiote est le partenaire santé qui nous aide à réguler notre poids, qui nous aide à réguler le métabolisme du sucre, et donc c'est lié au poids. Notre microbiote parle la même langue que notre cerveau. La même langue, ils utilisent les mêmes molécules. Donc si mon microbiote ne va pas bien, là-haut, la santé mentale, émotionnelle, psychique ne va pas bien. On va avoir tendance à être plus stressé, à avoir plus de déprime, on va aller plus facilement dans le burn-out, etc., etc. J'ai cité que quelques-uns, mais les bénéfices, les rôles en fait du microbiote sont multiples. Il est indispensable parce qu'il n'y a pas autre chose qui peut remplir ces rôles à sa place. J'ai dit qu'il nous aidait à digérer, mais il synthétise même des vitamines pour nous. Il fabrique une partie de nos vitamines B, par exemple. Et donc, si notre microbiote est déséquilibré, notre santé, elle ne peut pas aller. Physique et mentale, elle est déséquilibrée. Et une chose fantastique, chacun d'entre nous, nous avons un microbiote personnalisé qui se met en place pendant nos 3 premières années de vie, qui est comme une empreinte digitale. S'il y a 1 milliard de personnes, il y a 1 milliard de microbiotes différents. Voilà. C'est fondamental. Et donc, du coup, ce microbiote, il faut en prendre soin. C'est-à-dire qu'il faut aussi, et ça passe toujours par l'alimentation. Ça passe pas que par l'alimentation, parce que ça passe aussi par des choses comme la gestion du stress. Voilà, ça ne veut pas dire enlever le stress de nos vies, on n'a pas de baguette magique, mais apprendre à gérer le stress de notre vie, à ne pas être trop impacté que ça ne nous bouffe pas, parce que sinon ça impacte le microbiote. Ça passe par l'activité physique, bouger, c'est aussi quelque chose qui maintient notre microbiote, mais oui, l'alimentation, parce qu'il se nourrit, s'il veut continuer d'être là et de se multiplier, et il se nourrit de 20% de ce qu'on mange chaque jour. Quand je mange,
1/5 de mes repas, c'est pour lui. Donc oui, il faut y penser. Alors, actuellement, on a traversé une crise sanitaire sans précédent, donc le Covid. Et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Là, on va arriver dans une période où la saison n'est plus la même, hein. On sait déjà que pendant le mois de septembre, pour la plupart du temps, c'est les épidémies qui vont reprendre, hein, la grippe, tout ce qui est viral. Donc, y compris certainement peut-être aussi le Covid par la même occasion. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces femmes, à toutes ces personnes qui nous suivent par rapport à nos défenses immunitaires, par rapport au fait qu'aujourd'hui on va apprendre à vivre avec ce virus? On n'en sait pas encore grand-chose, mais qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Quels sont les conseils que tu peux nous apporter d'un point de vue médical, mais surtout aussi d'un point de vue sanitaire et même voire alimentaire? D'un point de vue médical, je pourrais vraiment que dire une chose qui est tellement essentielle, je trouve, et qu'on entend tellement peu: renforcer l'immunité. Renforcer l'immunité, c'est primordial. On n'entend pas assez. On n'entend pas assez. Renforcer l'immunité, forcément, me fait faire le lien avec l'alimentation, puisque l'immunité, ça passe par nos cellules de défense, nos molécules de défense, inflammatoires, anti-inflammatoires, et tout cela est nourri par notre alimentation. Et je suis heureuse de pouvoir le partager aujourd'hui sur cette émission. Oui, c'est possible, avec l'alimentation, de renforcer notre immunité. Et c'est possible de contrôler notre immunité. C'est possible d'aller la checker. On a tous l'habitude d'entendre: est-ce que tu as fait ton check-up pour le cœur? Tu as fait ton check-up par rapport au diabète? Tu as fait ton check-up par rapport à ton foie, etc. Le côlon. Il existe plein d'outils et de bilans de prévention ou de surveillance. Et je suis désolée, on n'entend pas parler du check-up de l'immunité, on n'entend pas parler du bilan de l'immunité, de la surveillance de l'immunité, alors même que les analyses qui permettent de le faire existent, que certaines, la plupart, sont même remboursées par la Sécu, donc pourraient être prescrites facilement et faites facilement dans le labo du coin. Oui, on peut faire ça. Et lorsqu'on va modifier son alimentation, on va pouvoir vérifier sur ces bilans-là, si on le souhaite, l'amélioration de ce qui est nécessaire à notre immunité. Et d'une façon générale, parce qu'on n'a pas le temps forcément de rentrer dans le détail, renforcer l'immunité par l'alimentation, c'est génial. Ça passera de toute façon par les mêmes préceptes qui font une alimentation saine. Donc, si j'enlève ou que je diminue drastiquement le sucre raffiné, si je mange comme si ma vie en dépendait, des fruits, des légumes, encore des fruits et surtout des légumes. Les légumes sont tellement riches en antioxydants. Si je mange un peu d'oléagineux, tous ces fruits à coque, les noisettes, les noix du Brésil, 2 ou 3 noix du Brésil chaque jour apportent tout ce qu'il faut en sélénium, soutien des antioxydants. Si je fais attention surtout à avoir les acides gras oméga 3 avec des poissons par exemple, eh bien déjà, je mets tout en place pour avoir une bonne immunité, une meilleure immunité. Ce sera effectivement pas suffisant. J'adore l'alimentation et c'est pas suffisant, mais c'est essentiel. Et ensuite, on va s'occuper de la gestion du stress. On va aller trouver des outils. Ça veut dire quoi, la gestion du stress? J'ai une patiente, d'ailleurs, j'ai une pensée pour elle, là, qui m'a repris. Elle m'a dit: mais vous savez, mon problème, c'est que je gère très bien le stress. Il y a une crise au travail, etc. Je fais ce qu'il y a à faire, ça roule. Et elle me dit: mais par contre, j'arrive pas, dans mes émotions, à le gérer comme avant. Et là, je me suis repris, j'ai dit: mais elle a raison, on parle de gestion du stress, c'est faux. C'est la gestion émotionnelle du stress. Parce qu'en général, on est tous au taquet, on veut faire de notre mieux, on fait de notre mieux, et le stress, on le gère, en vérité, à la maison, les enfants, au travail. Mais la gestion émotionnelle, l'impact émotionnel de toutes ces choses où on y va comme des vaillants petits soldats, c'est là qu'on n'est pas éduqué, qu'on n'est pas accompagné, qu'on n'est pas habitué à gérer ça. Et le stress mal géré émotionnellement,
ça affaiblit, ça détruit nos défenses immunitaires. C'est pour ça que je suis obligée de parler de ça. Parce que si on mange tout bien comme il faut, mais qu'on est vrillé et que émotionnellement, ça part en live, parce qu'on n'arrive pas à résister émotionnellement au stress qu'on subit, on n'aura pas une bonne immunité du tout. Et donc, il y a des outils. Alors, voilà, c'est pareil, je ne vais pas trop m'étendre, mais la respiration. On sait que tout ce qui va être travaillé sur notre respiration est un lien direct avec une bonne gestion émotionnelle du stress. Parce qu'on va interagir avec le système nerveux autonome, celui qui s'occupe justement de gérer le stress. Donc ça passe par la respiration. Tout ce qui va améliorer notre respiration est bon à prendre. Méditation, yoga, pleine conscience, une activité qui vous passionne, qui vous met dans un état comme ça de... Tout est bon à prendre. Jardiner, si quelqu'un aime jardiner, ce sont des choses qui vont faire du bien. La pensée positive, alors là, c'est plus ton domaine. On est en plein dans ton secteur. C'est un domaine magnifique. Et pour moi, c'est une des clés de notre époque qu'on doit absolument travailler. Si sur 70 000 pensées que j'ai par jour, au dire des scientifiques, entre 30 000 et 70 000 pensées, j'ai que des pensées négatives, eh ben, je vais avoir un émotionnel négatif. Si j'ai un émotionnel négatif, j'ai plus d'immunité. Voilà. Donc, travailler la pensée positive et bien sûr, bouger. Bouger. Ah oui, on n'a pas parlé du sport. Oui. On n'est pas obligé de faire du sport. Moi, j'adore le sport. Mais même en adorant, j'ai peu le temps d'en faire. Mais pour pas rebuter ceux qui n'aiment pas ou ceux qui disent j'ai pas le temps, l'activité physique. On n'est pas fait pour être sédentaire. Donc, il faut bouger. Dès que je peux marcher, je marche. Dès qu'on peut marcher, on marche. Tous les escaliers, on les prend. Le seul bémol pour ne pas prendre les escaliers, c'est porter bébé ou avoir les valises. Sinon, on prend les escaliers. On a 2 jambes pour marcher, on doit bouger. Si on aime danser, on danse. On aime jardiner, on jardine. On fait le ménage à fond. On prend le vélo. On amène l'activité physique dans notre vie quotidienne. Sinon, ça ne joue pas. Parce que sinon, on se retrouve à avoir une vie qui est là, et tout d'un coup, on fait une cure de sport. Ok, ça nous mène mieux, on a une meilleure immunité, mais comme ça ne tient pas, pouf, au bout de 3 mois ou 1 an, eh ben, on revient à l'état antérieur avec l'immunité antérieure. Donc, il faut vraiment ramener l'activité physique dans notre vie quotidienne pour que tout le temps, au quotidien, sur le long terme, on ait une meilleure santé et une meilleure immunité. Et si en plus on peut faire une activité sportive, bah c'est encore mieux, c'est du bonus. Alors, on a parlé aujourd'hui de l'alimentation, on a parlé de cette hygiène de vie, on n'a pas le temps d'en parler énormément, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. On espère en tout cas que tu reviendras sur le plateau pour nous en reparler encore un peu plus. Avec plaisir. Alors, on n'a peut-être pas parlé de ce que tu fais, tu nous as parlé de GA, c'est ça ? Mageia. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire quand même 2 mots avant que nous puissions terminer cette belle émission ? Absolument. Mageia est un concept qui me permet de mettre en place des outils pour accompagner les patients, les personnes de façon personnalisée dans leur santé, qu'ils puissent en fait s'approprier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que ce soit facile. C'est simple, mais il faut le rendre facile à faire. Donc je passe par des exercices, par des livrets, par des outils qui font que la personne, avec tous ces supports-là, va pouvoir être guidée et s'approprier elle-même et avancer dans sa santé. C'est vraiment primordial. Ça me permet aussi de livrer des ateliers, de livrer des conférences, d'avoir des actions, plus, on va dire, presque de santé publique, des actions d'information, voilà, de façon à informer et toucher le plus de personnes possible, parce que sensibiliser les personnes qui ne le sont pas, c'est déjà un pas hyper important. Voilà, pour que ces personnes, après, puissent aller plus loin, creuser et se dire que oui, elles peuvent faire des choses pour leur santé sans dépenser des 1000 et des 100, des choses simples qui vont déjà faire une différence. Et si aujourd'hui, toutes ces personnes qui nous suivent ont besoin d'avoir un rendez-vous avec toi, une consultation avec toi pour faire ce bilan concernant leur hygiène de vie, leur hygiène au niveau de leur alimentation, de leur immunité, où est-ce que ces personnes-là peuvent te retrouver ? Est-ce que tu as un cabinet ? Est-ce que tu as peut-être, je sais pas, moi, les réseaux sociaux ? En tout cas, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi ?
Michel? J'adore les réseaux sociaux. Donc oui, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, puisque c'est le premier réseau social que j'avais développé, donc Michel Penka. Je suis sur Instagram, c'est plus récent, mais voilà, j'apprends à beaucoup aimer ce réseau social. Donc, Dr-Michel-Penka, ça me permet là de livrer des choses des petites slides d'informations. J'ai beaucoup utilisé l'Insta pendant le Covid. On peut surtout, alors aussi sur LinkedIn, mais surtout on peut me retrouver sur mon site. Donc www.my-geia.fr. De toute façon, en bas de cette vidéo-là, on vous donnera tous les coordonnées nécessaires Voilà. si vous voulez rentrer en contact avec Michel. Et à ce moment-là, elle se fera un plaisir de prendre rendez-vous avec vous et puis de continuer la suite de cette belle aventure. Et puis surtout, c'est au cas par cas, en fonction de tout un chacun. C'est bien ça? Absolument, avec grand plaisir. Alors Michel, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Si tu avais un message à nous donner, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure et pour terminer cette thématique? Gardez la foi et gardez l'espoir, parce que notre organisme est formidable, il sait faire plein de choses, il se régénère. Pas oublier que c'est notre plus grande force. On se régénère à chaque instant et c'est vrai, à l'impossible, nul n'est tenu, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de choses d'impossible pour notre organisme. Il faut juste y aller. Alors, nous avons reçu sur ce plateau, dans le volet Society Live, Michel, qui est docteur généraliste et qui est aussi conférencière et qui a aussi à son actif pas mal de choses. Alors, aujourd'hui, elle nous a parlé d'un thème particulier, l'alimentation. Elle a voulu nous donner quelques astuces, quelques clés qui vont nous permettre à nous de mieux nous découvrir, de pouvoir être acteurs de notre hygiène de vie. Alors pour ceux ou celles qui n'ont pas vu cette émission-là en direct, vous pouvez la regarder en replay. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes sur les réseaux sociaux afin qu'elles puissent apporter aussi ce message et qu'à travers ce qu'elle nous a apporté aujourd'hui, que nous puissions tout simplement le mettre en pratique et puis en utiliser en termes de connaissances. Si vous avez besoin de la contacter, en bas de cette vidéo-là, vous aurez tous les éléments nécessaires, toutes les informations qui concernent Michel, afin que vous puissiez prendre un rendez-vous particulier avec elle. Et là, elle se fera une joie de vous faire ce diagnostic et de vous donner à vous, à chacune de vous, selon vos besoins, selon votre problématique, afin de vous permettre de mieux apprendre à équilibrer votre hygiène de vie. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne rentrée à tous les enfants sur l'ensemble du territoire national, à toutes les mamans, parce que je sais qu'aujourd'hui ça va courir et je sais que là on est vraiment arrivé au virage, c'est la fin des vacances, donc bonne rentrée. À tous ceux ou à toutes celles qui sont en train de revenir de vacances. Alors là, on est reparti encore pour un nouveau challenge, des nouveaux stress, des nouvelles opportunités. Alors moi, je vous retrouve très bientôt pour le mois de septembre encore sur ce plateau de Victoire Live. Merci à toute la régie de Victoire Live, à son épouse, David, à toutes ces personnes qui nous permettent que cette émission puisse exister. Si cette émission-là, elle existe, c'est parce que vous êtes là, c'est parce que Michel est là. Alors toi, femme, toi aussi, si tu as la possibilité de venir nous faire part de ton expertise telle que Michel l'a fait aujourd'hui, nous avons 3 volets. Nous avons le volet Women Spirit, le volet Society Live ou encore Business Event. Cette tribune, elle est faite pour toi. Nous vous attendons nombreux et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Sandrina Pacotte, la fondatrice de Femmes Générationnelles.